Salut Catherine et Pablo. Salut Pierre, salut Pablo. Bon, alors aujourd'hui, pas de midinal, on va décider de faire un débrief regard. C'est moi qui vais modérer le débrief entre toi Catherine et toi Pablo. On va se dire tu, on va pas faire semblant, hein. D'habitude on se dit vous, mais allez, cette fois-ci on va se dire tu, on va pas faire croire qu'on se connaît pas. Catherine, toi tu es la directrice de… Je vous connais trop. Oui, tu es la directrice des éditions Regard et tu es architecte urbaniste par ailleurs. Et toi Pablo, c'est toi qui assure la responsabilité éditoriale du site regard.fr. Alors d'abord un petit mot quand même très rapide tous les deux. Euh, Allez, une réaction à chaud, c'est quoi? C'était bien, c'était pas bien? Sur le fond, la forme, Catherine, t'en as pensé quoi hier soir du discours du président? J'ai aimé qu'il abandonne ses habits de chef de guerre. C'était ridicule, ça n'avait aucun sens, ça heurtait tout le monde. Donc il est revenu à un propos un peu plus sage. Sur la forme, d'abord j'ai trouvé qu'il y avait beaucoup de choses, il y a beaucoup de choses à en dire et c'est pour ça qu'on a décidé de faire un débrief. Sur la forme, donc il était calme, euh, plutôt modeste, c'est-à-dire qu'il a reconnu des erreurs et il a dit qu'il savait ou qu'il ne savait pas. Donc j'ai trouvé qu'il s'était mis, qu'il n'a pas cherché, il est descendu de l'Olympe là aussi, c'est-à-dire qu'il n'était pas non plus jupitérien. Donc sur la forme c'était bien, c'était clair et il m'a semblé que ça se voulait plutôt rassembleur et il y avait beaucoup de choses intéressantes dans ce qui a été dit. Pablo, c'était plutôt un discours churchillien hier soir ou au contraire un discours de vérité tel qu'il était attendu Churchillien, j'en sais rien. En tout cas, je pense qu'à l'ENA, sa copie, sa dissertation, elle vaut 20 sur 20. Elle est très bonne, elle est très bien structurée, elle est intelligente, il dit à peu près tout ce qu'il faut dire. Ça, c'est absolument certain. Effectivement, il est calme, il a le ton. Après, on pourra arguer que il n'est pas si bon acteur que ça. Parfois, on a Ouais, c'est l'impression vrai. qu'il essaie de faire passer du sentiment et puis ça passe pas trop. Enfin, mais bon, au moins, il essaye, quoi. Après, tu dis qu'il n'est pas chef de guerre, enfin, qu'il a enlevé ses habits de chef de guerre. Il l'a quand même dit à deux reprises. Hein, il a repris à deux reprises le lexique, le champ lexical de la guerre. Mais bon, après, moi, sur le fond, j'ai un énorme problème on va avec. revenir sur le fond, on va revenir sur le fond, mais là c'était intéressant Mais d'avoir… même sur la forme, en fait. En fait, il a tenu un discours de directeur de la santé. C'est-à-dire qu'il nous a donné une date de sortie, enfin, ce qu'aurait très bien pu faire le directeur de la santé. Hein. Je ne vois pas pourquoi c'est le président de la République qui nous donne une date de sortie du confinement. Dis-moi, un discours de président de la République, un discours de Premier ministre en fait pour toi. Exactement. Moi, pas du tout d'accord avec ça. Même pas de Premier ministre. Même pas de Premier ministre. Pas du tout d'accord avec ça, parce que je pense que ce qui est en jeu là, c'est l'organisation sociale et que donc c'est une question politique et pas une question technique. Ça ne relève pas du directeur de la santé et ça donne une vision à la fois de la gestion de la crise et de comment on va en sortir. Et je pense que c'est pas du tout réductible à des aspects techniques d'organisation de la gestion des hommes et des choses. Et donc c'est d'un niveau politique, c'était sur un niveau politique qu'il fallait parler et je pense que c'est ce qu'il a fait. On lit sur plusieurs plateformes, notamment sur les réseaux sociaux, qu'il a fait du Jean-Luc Mélenchon hier soir. Tu es d'accord, Pablo? Oui, bah, de toute façon, il peut faire absolument ce qu'il veut. Le problème, c'est que y a la rupture de confiance est totalement consommée entre lui et la population, et les Français, et moi en tout particulier. C'est-à-dire que ça fait plusieurs mois, voire plusieurs années maintenant qu'on le dit, que de toutes les façons, plus personne ne le croit. Donc, il peut dire absolument ce qu'il veut. Il peut dire les jours heureux, il peut dire planification, il peut dire même la sortie le 11 mai, même la sortie de confinement le 11 mai. Dès ce matin, vous avez Christophe Castaner, Jean-Michel Blanquer et Gérald Darmanin qui ont remis en question cette sortie de crise. Donc, même là-dessus, même sur les choses… Pas vraiment remis en question, mais en tout cas qui ont dit qu'effectivement, il avait donné une date qui, si le confinement n'était pas strict, il pourrait être prolongé. Mais… Exactement. Et Jean-Michel Blanquer a dit oui, mais ce ne sera pas pour toutes les écoles. Enfin, immédiatement, ce qui paraissait excessivement clair hier dans le discours de Macron, dès ce matin, par les gens de son propre gouvernement, ont été nuancés. Moi, je pense que… confinement progressif et sélectif, ça te paraît être la bonne Comment? piste? Excuse-moi, redis-moi, Pierre. Sur justement ce déconfinement progressif et sélectif, puisqu'il y a une partie de la population qui ne sait pas très bien à partir de quel âge encore, parce qu'il dit que les personnes âgées, les personnes vulnérables devront rester chez elles après
le 11 mai. Mais sur cette idée de la progressivité et de la sélection des populations, ça te paraît… Alors, moi, j'ai un gros problème avec ça, qui est qu'on ne dise pas le 11 mai, du coup, tout le monde sort, tout le monde y va, et c'est le monde d'avant qui repart. Ça ne me pose aucun problème. En revanche, j'ai un grave désaccord, je pense, sur l'idée qu'on doit confiner les anciens au titre de la précaution pour leur propre santé. Je veux dire, cette classe, pour moi, c'est totalement intrusif, qu'on recommande aux personnes vulnérables dans leur ensemble. D'ailleurs, c'est ce qu'il a dit, il a parlé des personnes vulnérables, des anciens, des malades, etc., de faire très attention, de limiter leurs déplacements, de bien appliquer les gestes barrières, etc. Ça, je trouve ça très raisonnable. En revanche, je ne vois pas que l'État puisse dire au nom de votre santé, vous ne devez donc pas sortir, pas boire d'alcool, pas manger gras, pas sucré, etc. Je veux dire que là, je trouve qu'il y a une intrusion au titre de la protection des personnes qui devient tout à fait disproportionnée. Je pense qu'il faut continuer d'alerter au-delà du 11 mai, et tant que le virus, on n'aura pas trouvé une manière de s'en prémunir, que ce soit par des traitements, par du vaccin ou parce qu'il aura disparu, il est normal que la puissance publique donne des signes et des précautions. En revanche, ça ne peut pas être sur le mode de l'obligation et de la discrimination au titre de la protection des personnes. Pablo, sur le discours aussi, et notamment, on a senti quand même une forme d'empathie qui a pu se développer sur les soignants, sur les caissières, sur ceux qu'on peut appeler les derniers de cordée. Est-ce que tu as senti qu'en plus de la crise sanitaire, il y avait une prise de conscience d'une crise sociale? Je sais pas, c'est nous, hein, je te pose une question. Non, mais dans les mots, il peut dire absolument ce qu'il veut. Moi, je note quand même que le plan massif d'investissement dans l'hôpital public, il n'en a pas parlé hier, alors que ça avait été dans sa précédente allocution quand même un des éléments forts, un des éléments clés. Donc hier, ça, il a oublié. Après, il a eu effectivement, en début de discours, ce petit laïus sur les inégalités. Alors là, tout d'un coup, nous qui sommes de gauche, on s'est dit, ah bah tiens, c'est des mots qu'on connaît, c'est peut-être qu'il revient à ses origines socialistes ou je sais pas quoi. Enfin, mais bon, le problème, c'est que ce ne sont que des mots. Ce ne sont que des mots. Alors, il peut dire… Le problème, c'est qu'on a le précédent Nicolas Sarkozy en 2009, après la crise financière, qui avait tenu un discours. Lorsqu'on le lit, je vous jure, on dirait un discours de Jean-Luc Mélenchon ou d'Olivier Besancenot. C'est un discours de gauchiste. Vraiment un discours de gauchiste qu'il a tenu Nicolas Sarkozy. Et quand on voit ce qui s'est passé après, on est là, d'accord, ok, les présidents de la République peuvent… Enfin, la parole du président de la République, si elle n'est pas suivie d'effets, si elle n'est pas suivie de mesures concrètes, politiques, elle n'a absolument aucun intérêt. Oui, moi, c'est clair, je n'ai pas répondu à ta question, est-ce qu'il a fait du Jean-Luc Mélenchon? Je pense qu'il n'a absolument pas fait du Jean-Luc Mélenchon, précisément parce que ça n'est pas intégré dans une pensée. C'est-à-dire quand il dit il faut que la différence sociale soit basée sur les différences d'utilité, enfin je ne connais plus la phrase exacte qui est celle de la Déclaration des droits de l'homme, le problème c'est que c'est totalement contraire à toute sa pensée. C'est-à-dire que sa pensée profonde, c'est que ce sont les inégalités qui sont les moteurs de la dynamique sociale. Donc là, il peut toujours nous faire des mots, peu importe, moi je ne veux pas lui faire un procès d'intention. Ce que je veux dire, c'est que pour être du côté de l'égalité, je veux dire, c'est un travail. C'est tout d'abord, c'est très contre-intuitif parce que nous vivons dans une société, dans un monde régi par l'inégalité, que c'est absolument son fond de commerce, son fond de pensée. Donc moi, je veux bien que d'un seul coup, il se convertisse à l'égalité. Il faudrait qu'il en dise un peu plus que de faire une citation. Et je veux dire, ça demande un effort intellectuel et de transcription dans la totalité des politiques. On ne va pas lui donner crédit de ça. Et en l'occurrence, par contre, je donne crédit à Jean-Luc Mélenchon d'être du côté de l'égalité. Un mot quand même sur ce qui fait le plus polémique ce matin, c'est effectivement le déconfinement et la possibilité pour les crèches, les écoles, les collèges et lycées de rouvrir et non pas les universités. On lit dans Le Monde aujourd'hui des enseignants dire on rouvre les écoles pour relancer l'activité économique en sacrifiant les enseignants. Catherine, tu es d'accord avec ça? Moi, je ne suis pas d'accord avec ça. Je trouve ça, ça me désole un petit peu parce que ça fait partie des bonnes nouvelles pour moi. Je suis très inquiète des inégalités qui sont en train de se constituer et de s'aggraver très durement entre les enfants. Dans les quartiers populaires et les campagnes, comme a dit Macron hier. Oui, ce n'est pas les quartiers populaires et les campagnes. Ce que je veux dire, c'est ou bien les enfants ont un équipement, des parents disponibles, des parents capables de les aider, etc., etc. Et
eux, ils continuent d'avancer, voire ils progressent vraiment. Et puis les autres, non. Et donc, considérer qu'on peut décider que l'école s'est arrêtée le 15 mars et aller jusqu'à l'été, sachant que, en tout cas pour mon enfant, il a eu des semaines de grève pendant la période du conflit sur les retraites. Je ne sais pas, mon fils qui est en 5e, je pense qu'il n'a pas fait la moitié de son année. Donc, je veux dire, penser que c'est… Enfin, moi, je peux dire que je m'en fiche parce que je vais compenser, mais je ne peux pas penser assez dans ces termes-là. Donc, moi, je pense que… Et d'ailleurs, c'est comme ça qu'il l'a argumenté comme ça. Et donc, je pense qu'on ne peut pas ne pas entendre ça. Il a argumenté la reprise de l'école au nom des inégalités qui s'aggravent et se creusent entre les enfants. Par contre, je pense que les enseignants sont légitimes pour eux et pour les enfants de se poser la question, d'accord, on veut repartir dans un mois, dans quelles conditions? Est-ce qu'on fait des cours en classe séparée, c'est-à-dire on fait des demi-classes? Comment ça va se passer? Ça, je pense qu'on peut se poser la question de comment on va faire pour que personne ne soit mis en danger, ni les enfants, ni les enseignants. Parce que les enfants, ils ne sont pas à la limite tellement en danger eux-mêmes, mais les enfants, s'ils ont le virus, ils l'apportent dans les familles. Donc, ce n'est pas qu'une question d'enseignants, c'est une question de la société. Et donc, c'est important de préparer aujourd'hui le retour à l'école. Mais je pense que le retour à l'école est un objectif d'égalité, encore une fois, que moi, je salue et que j'approuve. Pablo, tu es d'accord avec Catherine sur le fait que c'est d'abord la question des inégalités, en l'occurrence scolaires, qui doit primer. On voit aussi que les enseignants s'inquiètent sur les conditions sanitaires parce que la question des tests… Ils ont raison de s'inquiéter, mais ils ont parfaitement raison. n'est pas forcément réglée depuis le discours d'Emmanuel Macron hier. Et d'ailleurs, le fait qu'ils ne testent pas les asymptomatiques rend encore plus incertain justement la possibilité d'une contagion après la réouverture des écoles, des collèges, des lycées. Non, mais je suis complètement d'accord avec Catherine. Enfin, en fait, j'aimerais être d'accord avec Catherine. J'aimerais croire à la sensibilité d'Emmanuel Macron et de Jean-Michel Blanquer lorsqu'ils nous disent, oui, c'est parce qu'on a peur de l'accroissement des inégalités scolaires qu'on est obligé de reprendre l'école le 11 mai. Le seul problème, c'est que ce n'est pas ça qui est en train de se passer. Le seul problème, c'est que l'exécutif, en fait, il pense à l'envers. C'est-à-dire que c'est exactement comme ce qui s'est passé pour les masques ou pour le confinement. C'est-à-dire qu'au départ, il n'y a pas de masque. Et donc, qu'est-ce que fait l'exécutif? En fait, il crée un argumentaire autour du fait qu'il n'y ait pas de masque en disant les masques sont inutiles. La science nous a dit que les masques étaient inutiles, etc. Et pareil pour les tests. Il n'y a pas de tests, on n'a pas de tests, on n'a pas les moyens de faire des tests, on n'a pas prévu assez de tests comme on n'avait pas prévu assez de masques. Et donc, du coup, hop, tout un argumentaire pour expliquer que les tests, c'est pas si obligatoire que ça. Et c'est exactement la même chose pour l'école. On a en fait le patronat, le MEDEF qui fait pression pour que les gens… Moi, je pense qu'il faut que notre économie tourne. On a besoin que notre économie tourne. Mais le problème, c'est que ce n'est pas à ça, c'est pas à cette urgence-là que répond Emmanuel Macron. Emmanuel Macron, il répond à l'injonction des patrons du MEDEF qui dit il faut absolument qu'on reprenne le travail le plus tôt possible parce que nos entreprises sont en train de perdre du fric. C'est tout. Et donc, qu'est-ce qu'il se dit? Il se dit à partir de ce moment-là, j'ai besoin de remettre les enfants à l'école parce que sinon, ça va devenir catastrophique. Et d'ailleurs, il ne le fait pas pour l'enseignement supérieur et la recherche. Parce que là, il y a un danger, il y a le même danger d'ailleurs que pour les enfants, que pour les primaires, sauf que ça n'empêche personne d'aller travailler, de remettre les… Il y a aussi que la question… Non, il y a aussi que la question de l'accompagnement des parents, l'autonomie des étudiants par rapport à l'autonomie des enfants n'a rien à voir. Je veux dire, ça ne change. Voilà. Je pense que néanmoins, ça aggrave aussi les inégalités entre les étudiants à l'université. Ça me paraît tout à fait évident, mais c'est pas dans les mêmes termes que pour les enfants et les enfants et les adolescents qui eux sont totalement dépendants du cadre de vie familial et de l'appui de leurs parents. Moi, je pense que je ne mettrai pas du tout sur le même plan la question du mensonge qu'ils ont proféré concernant les masques et concernant les tests. Ça, tu as parfaitement raison qu'ils ont ils ont construit un argumentaire pour justifier leur incurie, leur imprévoyance et leur non-volonté de mobiliser les moyens pour pouvoir y faire face.
Ça, je suis totalement d'accord. Ceci étant, là, je pense qu'on ne peut pas dire que c'est de même nature. Je pense que réellement, la question du creusement des inégalités est une question. Et par ailleurs, j'ouvre une parenthèse et j'ouvre une digression, je ne considère pas du tout que ce soit une question secondaire, le fait que l'économie retrouve les conditions de son fonctionnement. L'économie, ce n'est pas les patrons. Je ne suis pas d'accord avec cette vision-là. Je suis opposée à l'idée de la séparation de l'économique et du social, et donc je ne suis pas d'accord pour considérer qu'on défend le social en s'opposant à l'économie. Non, ce que je pense, c'est qu'il nous faut penser ensemble l'économique et le social et ne pas se tirer une balle dans le pied en renvoyant l'économique du côté du patronat. Et il faut aussi penser la séparation de l'État et du MEDEF. Mais justement, sur cette question, le président Macron a encore fait un couplet, comme il l'a fait précédemment, sur demain, l'après-déconfinement, il faudra sortir de nos certitudes idéologiques, et que donc, sur la question notamment qui se pose il faudra travailler plus, il faudra sans doute gréver ou en tout cas prendre sur nos congés annuels, etc., tel qu'on peut l'entendre du côté du MEDEF, mais y compris d'ailleurs du côté du gouvernement. Vous l'avez trouvé crédible sur le qui va payer la facture demain, Emmanuel Macron, quand il dit justement… Il n'a rien dit sur ça. Si, il y a quand même eu un passage sur le il faut sortir des certitudes. Les certitudes d'hier ne sont plus les certitudes d'aujourd'hui. Il y a eu quand même un moment d'humilité. Oui. Oui, enfin, moi je pense que tout le monde l'a pris comme un moment d'humilité. Je pense que c'est aussi, il fout une claque à tout le monde. C'est pas simplement un moment d'humilité. C'est en gros, il dit aux uns et aux autres, vous êtes du vieux monde et mettez-vous au diapason de la modernité. Bon, ça, je trouve que c'était assez… Il n'y avait rien. Moi, j'attendais à ce qu'il dise une chose. Excuse-moi, Pablo, je te termine un truc. J'attendais à ce qu'il réagisse sur une chose aussi, c'est la copie que leur ont remis les 150 citoyens de la Convention sur le climat. Bon, ça a un petit peu fuité dans le monde, en fait, ce qu'ils leur ont remis en fin de semaine, jeudi soir, et je pense qu'ils ont dû être bien déçus, et en tout cas, moi, je l'étais, qu'il n'y ait pas un mot à ce sujet. Parce que c'est fondamental. Je ne parle pas d'autre chose, parce qu'en fait, eux, ce qu'ils disent dans leur proposition, c'est qu'ils disent, en gros, la sortie de crise, elle doit passer par une sortie de crise écologique, c'est-à-dire par une politique qui travaille sur l'écologie au sens large, et je trouve ça plutôt intéressant parce qu'ils ont balayé des propositions qui sont de différents ordres, que ça va de l'isolation de 20 millions de logements à la suppression de la publicité dans l'espace public, donc au travail sur nos propres désirs et donc sur ce qui fait cette société de consommation. Moi, je pense qu'il y a une vraie réflexion à avoir sur la politique de santé qui ne peut pas être qu'une politique réparatrice, qui doit avoir les moyens de réparer, donc de soigner, mais qui doit être profondément une politique de prévention, c'est-à-dire une politique écologiquement nouvelle, parce qu'on ne peut pas continuer de respirer cet air pourri, avoir ce bruit qui nous fatigue, etc. Il faut qu'on mange mieux, il faut qu'on fasse du sport, il faut que, tout ça, il me semble qu'il y a vraiment une politique publique de santé publique qui doit être repensée globalement, et c'est vraiment à ça que c'est vraiment sur ça que moi j'attends. Et hier il n'y avait rien sur ce sujet, c'est-à-dire que pour l'instant on est il faut sortir des anciennes idées. D'accord, d'accord, mais dis-nous quoi. Pablo, sur la séparation de l'État et du MEDEF, tu as eu l'impression hier que Macron s'en était distancé? Non, pas du tout. Moi, je pense qu'il a répondu précisément aux injonctions du MEDEF, tout en essayant de ménager quand même la partie gauche de son électorat. Parce que, non, mais c'est ça aussi qui est intéressant, c'est que toute la fin de son discours, en fait, c'est Macron 2022 qu'on a entendu. Il a dit, attendez, le monde d'après, je vais vous le préparer. En plus, il était quand même beaucoup à la première personne, hein, mais bon, ça, c'est son habitude. Donc, il parlait à la première personne pour dire que vraiment, il était en train de préparer le jour d'après, que ça allait venir, qu'on allait voir ce qu'on allait voir, etc. Mais cette position, en fait, de thaumaturge, du genre, moi, j'ai l'idée, vous allez voir, je vais faire des miracles. Alors déjà, le 11 mai… moi, c'est ça. J'aimerais juste revenir sur le 11 mai parce que moi, il y a un truc que je ne comprends pas. C'est que le type nous dit, sous-entend que c'est sur des bases scientifiques que la date du 11 mai a été choisie. Mais moi, je n'ai pas compris, en fait, pourquoi c'était le 11 mai et pourquoi ce n'était pas le 1er mai et pourquoi ce n'était pas le 30 mai. Il ne nous a rien donné, en fait, pour nous expliquer ça. Pour nous expliquer qu'il n'a pas dit, il y a un palier, il y a un machin… Rien. On sait pas. Il y a eu un manque de pédagogie, Catherine, tu es d'accord là-dessus? Il y a eu un manque de pédagogie sur le coup. Ouais, enfin bon, ça va, ça a duré 25 ou 30 minutes. Pablo a raison sur une chose, c'est que
à un moment donné, on n'a pas eu d'explication, ni d'ailleurs d'éléments précis sur combien de masques on aurait, qui porterait des masques au déconfinement, est-ce qu'il faudrait porter ou pas des masques après le déconfinement. Les tests, on le sait un peu plus, mais est-ce que vraiment tout le monde pourra être testé et est-ce que vraiment c'est une bonne idée que même les asymptomatiques ne soient pas testés? C'est vrai qu'il y a eu un gros flou quand même sur des éléments qui sont des éléments dont tout le monde se pose la question. Je suis totalement d'accord et je pense qu'en l'occurrence, ils ne recommencent pas leurs mensonges, ils se taisent. C'est-à-dire que là, pour l'instant, ils ne nous promettent pas ce qu'ils ne savent pas pouvoir tenir. Encore plus sur les asymptomatiques, il a quand même dit que ça ne servait à rien de tester tous les Français. De la même manière qu'on nous expliquait que ça ne servait à rien de porter ce serait absurde de tester tous les Français. Il a dit ça. Écoutez, franchement, moi, je ne sais pas exactement quoi en penser. Moi, j'ai le sentiment que… Non, mais donc j'ai un problème avec cette base scientifique qui n'explicite pas, en fait, il ne rend pas possible le débat public, en fait, sur le sujet, puisqu'il ne rend pas public les éléments sur lesquels il se base pour donner la date du 11 mai et pour donner d'ailleurs plein d'autres choses. Mais en fait, ça revient à notre débat d'origine. Comment ? Moi, je ne suis pas d'accord, Pablo. Je pense que ça revient au débat d'origine. C'est-à-dire qu'il n'est pas là, ce n'est pas un discours, il n'a pas fait et il n'avait pas à faire un discours de technocrate en chef. Et le mec qui vient te raconter, alors voilà, les épidémiologues, ils ont fait leur courbe et ils pensent que ça va baisser, que que le 11 mai, on devrait être… je veux dire, je pense que c'est pas… sa préoccupation, probablement, elle est multifactorielle. Elle ne relève pas simplement du point de vue des scientifiques. Que le point de vue des scientifiques, évidemment, soit prépondérant, soit décisif, ça me paraît tomber sous le sens, mais le point de vue d'un politique dans cette situation ne peut pas être simplement celui-là. Je prends un exemple, moi qui m'a touchée, je l'avais relevé d'ailleurs chez Jean-Luc Mélenchon avec satisfaction, quand Mélenchon parle de cette interdiction faite d'aller voir les gens très malades, mourants dans les hôpitaux. Et Mélenchon se réfère à Antigone en disant moi, cette loi-là, je ne la respecterai pas. Parce que si mes parents étaient dans cette situation, il y a des lois humaines qui sont au-delà des lois des États. Et je pense que Mélenchon avait parfaitement raison dans son propos et que Macron, d'ailleurs, hier, y est revenu et c'est pour moi un des moments importants de son discours, c'est-à-dire qu'il y a d'autres considérations que simplement les considérations sanitaires. Nous ne pouvons pas être gouvernés par les médecins. Ça, ce n'est pas possible. Que les médecins, on les écoute, je suis d'accord. Non, mais ce que je veux dire, c'est que moi, je vais vous avouer un truc, c'est que moi, j'ai un papa que je vais voir 1 ou 2 fois par semaine. On peut mourir du coronavirus, mais on peut aussi mourir d'ennui et de tristesse. Donc, non. Je veux dire, il faut quand j'arrive chez lui, je me lave les mains, je ne l'embrasse pas, on ne se touche pas, etc., etc. Mais on se voit et on ne peut pas faire que du Skype. Et je suis navrée, mais il faut continuer de vivre. D'ailleurs, il l'avait dit dans sa première intervention et j'étais d'accord. Il l'a redit hier. Mais oui, mais ça, c'est un point de vue. Ce que je veux dire, Pablo, c'est que ça, c'est un point de vue politique, c'est un point de vue global et qui n'est pas un point de vue scientifique, technocratique de merde. Je comprends tout à fait et je suis totalement d'accord avec toi. Il y a une autre chose aussi qui est importante, il y a le sanitaire, il y a effectivement, je ne sais pas comment on peut dire, mais ces raisons individuelles, genre ces passions, ces choses qui nous sont propres en fait et intimes et effectivement qui parfois passent par-dessus la loi générale et je suis complètement d'accord avec ça. Mais il y a une troisième chose aussi qui est importante, c'est la démocratie, le débat démocratique et moi je suis très outré en fait qu'il ne nous ait pas donné les moyens en fait qu'on participe en fait de cette démocratie en nous donnant pas tous les éléments, ça c'est la première chose. Et la deuxième chose, c'est lorsqu'il a parlé du Parlement, il a dit ah oui mais vous savez le Parlement il va débattre, on va débattre dessus. Il a pas dit il va voter, hein. Il a dit il va débattre. Et moi c'est ça le problème, c'est que. Tu as raison Pablo, je suis d'accord avec ça. Ce que je vois, c'est que c'est un type qui est tout seul face à sa télé avec sa cravate et qui me dit alors c'est le 11 mai, ça va se passer comme ça. Moi, je suis désolé, mais on est 67 millions, on est une démocratie. Tu as mis l'étoile rouge aujourd'hui qu'il faut que tu t'énerves. Allez, une dernière question quand même pour tous les deux, parce que quand même c'était la chute du discours et on en a assez peu entendu parler jusqu'à maintenant, mais c'est vrai quand même il a quand même évoqué la possibilité d'annuler la dette des pays d'Afrique. Il a eu aussi un propos… il a esquissé une vision du monde où en disant qu'il y aurait probablement des fractures internationales, mais qu'aujourd'hui, on vivait à peu près tous la même chose dans tous les 4 coins du monde. Qu'est-ce que vous avez pensé de cette dimension? C'était le moment lyrique d'Emmanuel Macron?
C'était pas lyrique. C'était moi. Alors là, pour le coup, tu vois, s'il y a un truc sur lequel j'attends de voir, c'est bien celui-là, parce que la question de la dette qui étouffe les pays du Sud, c'est une question. Je me souviens qu'en 89, il y avait eu un grand concert à la Bastille pour l'annulation de la dette et que tout le monde a raconté, Mitterrand et tous les présidents derrière qu'il fallait annuler la dette, qui l'a fait. Donc là, moi, j'attends de voir qu'il le fasse réellement. Je pense que c'est nécessaire. C'était une des choses importantes qu'il a dites hier et sur lequel il faudra s'assurer qu'elle soit suivie des faits. Mais encore une fois, il y a plein d'autres choses. Moi, j'étais d'accord avec Pablo sur le fait qu'il y a quand même une question de l'organisation du débat public et de la participation qui ne relève pas que de Macron. Moi, je trouve qu'en ce moment, il y a quelque chose d'assez étouffant dans le monde médiatique, dans lequel je trouve que le débat est quand même extrêmement limité et à un niveau… je comprends qu'il ne faut pas rajouter de l'angoisse. Je comprends qu'il faut que tout le monde tire dans le sens du maintien du confinement et tout ça. Ça je partage. Néanmoins, je pense qu'il y a des choses à discuter. Et c'est vrai que je trouve que ni dans l'espace politique, ni dans l'espace médiatique, cela fonctionne tout à fait. Pablo, sur l'aspect international du discours du président? Ouais, sur la dette africaine, c'est assez intéressant. Moi aussi, je l'attends au tournant, là, parce que ça a été quand même au détour d'une demi-phrase qu'il a balancé ça. J'attends de voir les Annuler effets. massivement la dette, il a dit. Oui, exactement. C'est vrai que c'est puissant de dire massivement. Parce que, juste, Catherine, tu avais dit oui, tout le monde en parle, personne ne le fait. Quand même, François Hollande, que j'aime pas particulièrement, mais François Hollande avait annulé la dette, presque intégralement, la dette, par exemple, qu'on avait à l'égard de la Côte d'Ivoire. Donc, j'ai vu ça hier. D'accord. Bon, écoute, soit ça m'a échappé, soit je l'ai oublié. Non, mais… Donc, dont acte et tant mieux. Non, mais tant mieux, tant mieux. Mais ce que je veux dire, c'est que cette question de la dette qui étouffe notamment les pays africains est une question récurrente et qu'il faut faire massivement. Dans les absents aussi. Les pays sud-américains. Mais en tout cas, il y a une vraie question en fait qui n'est pas posée, c'est celle de la solidarité. Déjà, celle de la solidarité européenne est compliquée à poser, je trouve. Mais alors, j'allais te dire, c'est que le grand absent, moi j'ai trouvé que le grand absent du discours, c'était l'Europe et le monde. C'est-à-dire qu'en fait, il n'y avait pas. L'Europe était totalement évacuée et le monde. Juste cette phrase sur la fragmentation du monde qui va s'accentuer et en même temps son interdépendance. Je recommande à tous, si vous avez l'occasion, d'écouter Bertrand Badi ce matin sur France Culture. Il était l'invité de Guillaume Erner à ce sujet et c'était vraiment, vraiment très, très bien. Donc, il commence à 8h moins 10 et vous le retrouvez sur le site de France Culture. Bon, on se tait. Non, vas-y, juste. D'accord, pardon. Vas-y, continue là-dessus. Mais c'est vrai que c'était… Non, c'est tout. Ce que je voulais dire, c'est que j'ai trouvé que Bertrand Badi, à propos de cette interdépendance et de cette globalisation dans laquelle nous nous trouvons, j'ai trouvé que Badi avait dit des choses très profondes et qui font beaucoup défaut dans le débat où en ce moment, d'un seul coup, on voit toute la social-démocratie se ranger derrière les thèses souverainistes ou reprises, parce que Montebourg, on ne peut pas dire que ce soit totalement nouveau, mais enfin bon, la position de Glucksmann, les bras m'en sont tombés. On fera probablement on fera une autre fois. Voilà. Non, mais ce que je veux dire, c'est qu'à propos du monde, à propos du fait qu'on est dans un monde, voilà, ce que je veux dire, c'est qu'à propos du fait qu'on est dans un monde interdépendant et que cette crise-là le révèle absolument, je trouve que les réflexions de Bertrand Badi méritent d'être écoutées. Eh bien, il faut y aller. C'est sur le site, sans doute en podcast ou on réécoute sur le site de France Culture. Peut-être qu'il faut l'inviter, Pierre. Il y a plein de choses avec Bertrand Badi sur le site de regard.fr. Voilà, ce que j'allais dire, c'est que c'est quand même un de tes invités, un de vos invités réguliers. Assez régulier. Exactement. Et qu'on aura Est-ce qu'on peut dire qu'on est en train de préparer quelque chose avec lui et avec d'autres pour la sortie de crise? Donc, on est en train l'équipe Regard est super mobilisée pour essayer de rassembler des réflexions. On en dirait un peu plus, mais bon, ça va peut-être prendre la forme d'un livre, quelque chose comme ça. Mais voilà, quand ça va être mieux, on dira. On fait le teasing comme Emmanuel Macron aussi. Allez, à bientôt. Salut. À bientôt, salut.